Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre magazine Questions d'État. Ce soir, nous allons animer cette émission sous un thème particulier. Vous savez que le 3 mai, le monde entier célèbre la journée de la liberté de la presse. En République démocratique du Congo, les journalistes ne sont pas restés en marge de cette grande célébration. Il y a eu une grande manifestation ici même à Kinshasa, au centre de ressources pour les médias. Nous allons en parler ce soir et parler également, faire un état des lieux sur le secteur de la presse avec quelqu'un qui n'est plus à présenter. C'est le secrétaire général de Journalistes en danger, qui est cette organisation de défense des droits des journalistes. Chivis Chiwadi est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir Gaël. Ça fait une éternité que je ne vous ai pas reçu. C'est un plaisir de vous revoir. Moi également. C'est vrai que vous êtes dans vos bureaux et sur le terrain à défendre les différents chevaliers de la plume qui sont victimes de pressions diverses et tout ça par rapport à leur profession. Ce soir, sur le plateau, nous allons en parler. Bonne fête déjà. Pareillement, la liberté aussi de la presse. Merci. C'est notre journée à nous tous. Voilà, il y a eu une grande manifestation au centre de ressources pour les médias. Qu'est-ce qu'on peut retenir déjà de la journée, la liberté de la presse, et pourquoi avoir voulu donner le ton différemment cette année? Bien écoutez, c'est déjà la 24e journée, parce que cette journée mondiale a été instituée en 1993 par l'UNESCO, et c'est une journée qui est dédiée à la liberté de la presse, qui est un des droits fondamentaux de l'homme. Pour nous, cette année, nous avons effectivement voulu y accorder un cachet spécial, compte tenu notamment aussi du contexte. Vous savez que pour cette année, l'UNESCO a voulu célébrer cette journée sur un thème particulier, des esprits critiques pour des temps critiques, le rôle des médias dans la promotion des sociétés justes, pacifiques, inclusives. Et Dieu seul sait comment ce thème s'attache totalement au contexte qui est le nôtre, parce que nous sommes un pays qui traverse une profonde crise politique et sécuritaire, il ne faut pas se le cacher. Et cette crise a des répercussions sur le travail des médias, sur l'environnement général. Les journalistes sont souvent les principales cibles de ces périodes de crise, il faudrait le dire. Voilà, vous savez que les périodes de crise sont des périodes de grande tension. Et c'est des tensions bien souvent qui sont accompagnées des épisodes de violence. Et ces violences n'épargnent pas les journalistes eux-mêmes. Notre travail, c'est effectivement de faire le monitoring de toutes ces atteintes. Et la journée mondiale de la liberté de la presse sert justement à rappeler au monde que chaque jour, il y a des hommes et des femmes qui risquent leur vie ou la prison pour apporter l'information aux autres. Et cela nous donne à nous, les défenseurs de la liberté de la presse, l'occasion de rappeler à nos gouvernants leurs responsabilités. Parce que, comme on l'a dit, la liberté de la presse, ce n'est pas une invention congolaise, parce que c'est une résolution des Nations Unies. Et nous ne l'avons pas non plus inventée ici. Ce combat a commencé depuis parce que, y compris dans notre pays, cette liberté, elle est reconnue et protégée par la Constitution. Il y a une Constitution, vous prenez la Constitution de la RDC aujourd'hui dans ses articles 22, 23, 24, qui reconnaît et qui garantit cet exercice de la liberté de la presse et qui la protège. Et nous avons même une loi particulière, la loi de 87, qui en fixe les modalités. Mais dans la pratique, qu'est-ce qu'on observe chaque année? Qu'il y a une grande marge entre ces prescrits constitutionnels qui reconnaissent et qui défendent la liberté de la presse et la réalité sur le terrain. Les journalistes sont également beaucoup pointés du doigt par rapport à ce que vous dites, on va en parler. Il y a à boire et à manger. Si on doit rester quelques secondes sur le fait, sur la manifestation même, quelles sont vos impressions? Comment ça s'est passé effectivement? Il y a eu plusieurs allocutions, il y a eu la vôtre, il y a eu l'UNPC, le président de l'UNPC qui était présent, il y a l'UNESCO également qui s'est exprimé. Le ministre des Médias n'était pas là. Est-ce que ce n'était pas un couac, le message que vous adressez à l'occasion de cette journée, et notamment orienté vers les gouvernants? Mais qu'est-ce qu'on peut déduire de tout ça? Le ministre de tutelle qui est absent d'une aussi grande manifestation? Ben écoutez, je ne peux pas... Est-ce que vous pensez que l'objectif est atteint? Je ne sais pas donner les raisons pour lesquelles le ministre n'était pas là. Il était attendu, et vous avez vu qu'il était même annoncé dans le programme. Certainement, j'imagine qu'il a eu des empêchements de dernière minute, mais je pense que dès le départ, depuis plusieurs semaines, nous avions voulu effectivement impliquer les autorités dans l'organisation de cette manifestation. Nous avions écrit notamment à l'autorité, au gouverneur de la ville, pour l'informer de ce carnaval que nous voulions organiser.
Parce que nous pensions que c'était une manifestation publique, il fallait informer les autorités. Nous avons contacté le ministre lui-même, le ministre des Médias, pour lui faire part de toute l'organisation qui était mise en place. Mais vous savez qu'aujourd'hui, il y a comme un flottement au niveau justement du gouvernement. Les gens attendent la mise en place d'un nouveau gouvernement. Il y en a donc la gestion des affaires courantes. Ben oui, peut-être ce flottement fait que les gens ayant un pied dedans, un pied dehors, ne sachant pas toujours ce qu'ils seront demain, peut-être qu'ils avaient... Je n'excuse rien, mais je dis simplement que notre objectif pour nous a été atteint parce que je pense qu'il y a eu une mobilisation des journalistes, de l'opinion, parce qu'on a interrogé, on a interpellé l'opinion, on a fait des panneaux, on a fait des tracts qu'on a jetés, je pense. Le message est passé pour dire qu'en fait que la liberté de la presse dans notre pays mérite beaucoup plus d'attention, qu'il y a un recul, et nous avons donné, dans les différents textes que nous avons lus, nous avons donné le tableau, les statistiques qui indiquent effectivement qu'il y a un recul inquiétant de la situation de la liberté de la presse, compte tenu du fait de cet environnement dont je vous ai parlé, qui est un environnement plus ou moins hostile, mais du fait que nous constatons que chaque année, il y a un nombre toujours plus élevé d'atteintes à la liberté de la presse et qu'il est important aujourd'hui, par rapport au thème qui a été adopté, qui est des mesures urgentes qui soient faites dans le sens de renforcer cette liberté de la presse et de sécuriser les journalistes. Les gens pensent que vous essayez un peu de gonfler le problème par moment. Il y a une pluralité aujourd'hui de médias. Ça démontre quand même cette volonté de la République démocratique du Congo de changer les choses. À l'époque, il n'y en avait qu'un seul. Il n'y avait qu'un seul média, un média unique. Aujourd'hui, toutes les tendances pratiquement sont représentées à travers malheureusement, Gaël, la liberté de la presse, malheureusement, c'est-à-dire la liberté de la presse ne s'évalue pas par le nombre de médias qui paraissent. Ce n'est pas le nombre qui fait la liberté de la presse. On peut tout à fait avoir un seul média ou deux médias qui sont libres et indépendants, qui travaillent de manière professionnelle, plutôt que d'en avoir une centaine qui disent la même chose, qui sont des caisses de résonance du pouvoir en place. Donc, ce n'est pas le nombre. Mais il y a quand même des médias de l'opposition. Si vous parlez du pouvoir en place, mais de l'autre côté, il y a des médias dits de l'opposition. Notre travail à nous, je vous ai dit tout à l'heure que la liberté de la presse, elle est reconnue et garantie. Mon travail à moi, ce n'est pas de dire oui ou non, il y a la liberté. C'est de constater les faits. Je constate dans le fait qu'il y a plusieurs violations de cette liberté qui est reconnue. Et les statistiques et les rapports que vous avez publiés l'indiquent effectivement que la liberté de la presse... Est-ce qu'il y a eu régression vraiment sur le fait cette année, il y a quand même des journalistes qui sont sortis sans trop de casse, l'année 2016. Ben écoutez, je vais vous donner simplement des chiffres, parce que quand nous disons que la situation de la liberté se détériore, on n'invente rien. Nous donnons des cas. Notre travail, c'est de le faire ce monitoring au quotidien. Et depuis 20 ans, personne ne nous a jamais démenti sur le fait. Parce que quand nous parlons des faits, nous donnons des noms, des dates et des lieux où se commettent les crimes et les atteintes contre la liberté de la presse. Pour vous donner quelques chiffres. L'année dernière, nous avions enregistré, documenté au moins 87 cas d'atteinte à la liberté de la presse. Je ne sais pas s'il existe dans ce pays une profession ou un métier qui connaît autant d'attaques et de violations chaque année. Je ne sais pas s'il en est. Que ce soit chez les médecins, les professeurs d'université, même les politiques. Et parce que du côté des journalistes, ça ne voudrait pas dire il y a également beaucoup de débordements. Est-ce que vous faites attention à ce point-là? Ça ne veut pas dire dans ce pays des débordements qu'on en trouve que dans la presse. Regardez l'état de notre enseignement. Regardez l'état de nos infrastructures scolaires. Regardez même dans la politique. Donc les cons et les cancres, on ne les trouve pas seulement dans la presse, bien au contraire. Et aujourd'hui, nous avons bien des preuves qui nous montrent qu'en fait, le problème de ce pays, ce n'est pas le problème de la presse. C'est simplement un problème de l'intolérance, un problème d'impunité. Je vous donne les chiffres, donc 87 cas. On n'avait jamais enregistré autant ailleurs. Ça, c'est fin 2016. Et nous avons commencé 2017. Au mois de mai, donc en l'espace de 5 ans, nous avons déjà 69 cas. En 5 mois. En 5 mois. Nous sommes à mi-chemin d'une année. Même pas à la moitié. Les journalistes emprisonnés, tués Toutes sortes d'attaques. Que ce soit les arrestations, les emprisonnements, les menaces, les fermetures de médias. 69. À la même période. Est-ce que ce ne sont pas des faits qui s'expliquent? Il n'y a rien. Moi, je vous dis, il n'y a rien qui peut justifier l'assassinat d'un journaliste. Il n'y a rien aujourd'hui qui peut justifier l'arrestation ou l'emprisonnement des journalistes. C'est pour ça que nous disons que ce sont des violations. Nous les dénonçons parce que ce sont des violations, parce que ce se fait de manière illégale, arbitraire, parce qu'il y a des gens, 80%, sur les 87, je vais vous dire 70%, les responsables de ça, ce sont les services de sécurité. Ce sont les autorités provinciales, les gens de l'ANER, de la police, de l'armée. Donc des personnes identifiables qui s'en prennent aux journalistes et aux médias, mais qui n'ont jamais été inquiétés. Alors qu'il y a, cette impunité, il y a une justice dans ce pays. Voilà, et c'est cette impunité qui entretient l'insécurité pour les journalistes. Plus de 70%. Des gens qui sont censés, effectivement, protéger
un droit, une liberté qui est reconnue, mais qui sont responsables et qui ne sont pas inquiétés. Nous disons, donc ça fait partie d'un système de répression contre la liberté de la presse qui est mis en place justement pour intimider, faire taire et empêcher que des journalistes puissent faire correctement leur travail. Vous êtes dans votre rôle, mais de l'autre côté, que dites-vous des abus des journalistes? On le dit souvent, on le décrit souvent. Vous devez mettre de l'ordre. Je parle de vous, je parle des associations professionnelles. Plusieurs réunions, plusieurs ateliers se sont tenus notamment pour ce faire. Qu'est-ce qui a déjà été fait? Madame, je vais vous dire, Gaël, que je pense qu'aujourd'hui, peut-être la profession la mieux organisée serait peut-être la profession de la presse. Celle qui a pris beaucoup plus conscience du fait que nous sommes une profession, nous sommes un corps et que nous devons mettre de l'ordre. On octroie des cartes de professionnels même à des gens qui ne sont pas forcément des journalistes. Mais je ne sais pas, cette question il faut la poser à ceux qui octroient des cartes. Mais je ne suis pas sûr qu'on peut démontrer qu'il y a des gens qui ont la carte de presse sans être journaliste. Je ne suis pas sûr. Moi, je n'ai aucun cas. Voilà. Mais s'il y a des gens qui ont des preuves de ça, ils peuvent le noter. Mais je pense qu'il y a un grand travail d'assainissement. Il y a un grand travail de réforme qui est en train de se faire. Au moment où nous sommes en train de parler, l'UNPC dans un congrès extraordinaire, justement, pour revoir ses statuts, pour revoir justement le fonctionnement, la structuration, notamment de cette question d'octroi de la carte de presse. Donc il y a une prise de conscience qui est là, qui est réelle, qui voudrait effectivement que nous puissions nous organiser pour que nous puissions avoir dans ce pays un secteur de médias qui soit fort, indépendant et professionnel pour pouvoir nous faire respecter. Parce que, qu'est-ce que nous voulons? Nous avons mis sur pied, vous savez bien, la dynamique. Vous êtes membre de cette dynamique, bien sûr. C'est un regroupement de toutes les organisations professionnelles, tous ceux qui interviennent dans le secteur des médias. Nous avons décidé de nous mettre ensemble pour faire face aux défis et aux maux qui rongent notre société. Nous avons, notre profession, nous avons pris conscience du fait qu'il y a énormément de problèmes, des difficultés, des maux qui sont comme autant d'obstacles qui empêchent effectivement les journalistes de faire correctement leur travail et au secteur des médias d'émerger. Et parmi ces mots, vous avez d'abord la question de la précarité, de la pauvreté des entreprises sociale, de presse. Voilà. Oui, qui a des répercussions sur les rémunérations et qui fait des journalistes aujourd'hui des proies faciles à la manipulation et à la corruption. Est-ce que ça ne devrait pas être le premier cheval de bataille, justement? Avant d'être agressé, le journaliste est quand même à la merci de ses clients, des potentiels agresseurs. Ça dit les problèmes, il y en a, je suis en train de vous énumérer les problèmes, les maux, les difficultés. Il y a ce problème, c'est un problème important, la précarité. Parce qu'on ne peut pas y avoir des journalistes libres dans la pauvreté. Il n'y a pas de liberté dans la pauvreté. Il n'y a pas d'indépendance avec des médias pauvres. Pas d'aide à la presse, pas de salaire. Donc ce sont des défis. Ce sont des défis pour lesquels justement nous voulons effectivement nous organiser et pour lesquels nous proposons des réformes de la loi de 96. Nous pourrons en parler. Mais simplement d'abord de vous énumérer les problèmes. Il y a nous reviendrons là-dessus. Voilà, il y a ce problème de la précarité et de la pauvreté des entreprises de presse avec ses conséquences. Deuxièmement, il y a la question des violences, de la violence physique que subissent les journalistes. La question de l'impunité, j'en ai parlé tout à l'heure. Des personnes identifiables qui violent la liberté de la presse, qui s'en prennent, qui attaquent des médias, qui pillent, qui cassent les matériels des journalistes, qui cassent la gueule même aux journalistes. Et ne sont jamais inquiétés. Donc c'est un problème. La violence, l'impunité. Et vous avez aussi tous les problèmes de la législation actuelle. Vous savez que la plupart des lois que nous avons aujourd'hui dans le domaine, ils datent de cette époque que nous avons appelée l'époque de la dictature. Et donc on ne peut pas imaginer que ce soit des lois qui aient été faites à cette époque-là pour favoriser un meilleur exercice de la liberté de la presse ou de la liberté d'expression. Bien au contraire. Donc nous estimons que plusieurs années après la dictature, on ne peut pas... À ce niveau, on en est où avec cette revisitation des lois sur la presse? C'est-à-dire qu'il y a un plaidoyer, c'est pour ça que je vous dis au niveau de la dynamique, nous nous sommes mis ensemble justement pour faire ce plaidoyer d'ensemble, un plaidoyer concerté pour la modification de cette loi dans beaucoup de ses dispositions. D'abord, nous avons fait un plaidoyer sur la question de l'accès à l'information. C'est important dans un pays. Nous n'avons pas le droit d'accès. La loi d'accès à l'information, c'est une loi de transparence. Ici, les sources sont limitées, certains ayant droit, d'autres non. Ce n'est pas une loi particulière pour les journalistes, c'est une loi qui concerne tous les citoyens. Même le public. Tout le public a besoin de cette loi. Davantage encore les journalistes dont le travail consiste à aller chercher les informations, les traiter, les diffuser. Comment il va aller chercher l'information si les sources officielles, ceux qui ont l'information, n'ont pas l'obligation de le donner? Et nous avons beaucoup de cas où des journalistes ont été arrêtés justement parce qu'ils étaient allés chercher l'information. Ou alors, ils sont arrêtés. Ça leur plaît, ou alors, ils sont arrêtés
parce qu'ils ont donné l'information, on dirait comme une fausse information, alors qu'on n'a pas voulu leur donner la vraie information. Donc c'est un problème, et aujourd'hui, on est avancé avec cette loi. Il a été déjà adopté, le projet de loi sur la loi d'accès à l'information a été adopté au niveau du Sénat. Et il attend de passer en deuxième lecture au niveau de l'Assemblée nationale. Nous espérons qu'ils comprendront bien l'importance et qu'ils pourront inscrire cette question dans une des récentes sessions. Alors aujourd'hui, la responsabilité du journaliste est énorme. Nous traversons une période de crise. La République démocratique du Congo est en train d'attendre des élections qui n'arrivent toujours pas. Il y a beaucoup de flux autour de ça. Comment le journaliste doit-il gérer cette crise? Que doit-il dire? Que doit-il ne pas dire du tout? Ben, vous dites que la responsabilité des journalistes est énorme. Mais moi, non, je ne pense pas. Les journalistes ont leur part de responsabilité. Mais ils ne sont pas les seuls. Ils doivent contribuer. Effectivement, la crise... Ce sont des acteurs parmi tant d'autres. Oui, les journalistes doivent se considérer comme étant des acteurs dans une société. Et leur rôle... Moi, j'ai toujours dit que le métier de journaliste est d'abord une responsabilité, avant d'être un simple métier qu'on exerce pour vivre, pour survivre. Et il est important que les journalistes en prennent conscience, que dans la société, ils ont des responsabilités qu'ils doivent assumer. Notamment, leur rôle, donner l'information, le rôle des journalistes en période de crise, c'est d'éclairer les intelligences et les consciences par des informations qui permettent justement aux gens de savoir ce qui se passe et de pouvoir s'assumer le moment venu. Mais le journaliste a aussi la responsabilité de pouvoir dénoncer des manquements, de dénoncer des dysfonctionnements. Le journaliste doit participer, doit aider. Aujourd'hui, nous parlons, tout le monde, chien de garde, tout le monde parle des élections libres, transparentes. Les journalistes doivent pouvoir aider à l'organisation de ces élections qu'on attend. Il ne semble pas permis aux journalistes aujourd'hui de dire, par exemple, que le chef de l'État arrive à son dernier mandat ou que des élections sont attendues. Mais ils le disent. Les journalistes le disent. Mais voilà pourquoi on n'a pas besoin que les journalistes simplement le disent pour qu'on le sache. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, la crise actuelle, c'est une crise de pouvoir. Et les journalistes doivent savoir, une crise de pouvoir, parce que toutes les institutions de la République sont arrivées à terme, ils sont sans mandat. C'est des questions taboues, justement, qui posent problème. Est-ce que le journaliste critique devrait parler de ces questions-là, Chivi, sans se mettre en danger? Mais vous savez que le rôle du journaliste, il est vraiment exigeant. Vous savez, et nous disons ici, si le rôle du journaliste devait se limiter, n'est-ce pas, à faire de la communication, de la propagande, à rapporter les activités des ministres, tel ministre a dit, tel ministre a fait, à ce moment-là, moi je dis, ça ne vaut pas la peine que nous... Malheureusement, c'est à ça qu'on... Ça ne vaut pas la peine pour que nous donnions, au niveau en tout cas des jeunes, autant de peine pour défendre des journalistes qui ne veulent prendre aucun risque pour le travail. Le travail des journalistes, c'est par essence. La situation sociale nous a emmené à ça. Beaucoup ont migré vers la communication. Mais c'est pas une excuse. C'est pas une excuse. Et je pense que même c'est un défi aujourd'hui. S'ils ne veulent pas disparaître, parce que vous savez aujourd'hui avec l'avènement des réseaux sociaux, des médias sociaux citoyens, les journalistes n'ont pas le monopole de l'information. On n'a pas à attendre d'ouvrir sa télévision le matin ou son journal pour savoir ce qui se passe. On est inondé, la toile est inondée. Mais voilà. Et donc c'est un défi énorme pour les médias traditionnels et pour les journalistes professionnels. Comme je dis, s'ils ne veulent pas disparaître, ils doivent faire la différence. Et faire la différence, ça veut dire se donner un label, le label de l'information, qui par définition est différent de la propagande et de la communication. Voilà, pour rester crédible. Les médias n'ont pas d'autre choix que de pouvoir s'adapter. Et aujourd'hui, s'adapter, ça veut dire... De mettre au pas aussi des nouvelles technologies. Oui, tout à fait. Ça veut dire qu'il faut briser cette langue de bois. Il faut être en mesure de parler vrai, de parler des véritables questions qui concernent la société. Parce que la liberté de la presse, après tout, c'est quoi? Parler vrai, mourir de faim et être emprisonné, sans peut-être pas de solution, ou même tuer. C'est une caricature que vous présentez là, mais qui n'est pas effectivement encourageante. Que j'ai dit tout ça, l'état ou la situation de la liberté, la situation des journalistes de manière générale dans notre pays, elle n'est pas, on ne peut pas s'en vanter, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes sérieux que les journalistes connaissent. Mais est-ce que c'est une excuse pour ne pas faire correctement leur travail pour les journalistes? Mais non, je ne pense pas. Quand on appelle les journalistes des chevaliers de la plume et du micro, ça veut dire c'est des gens qui, dans une société, prennent leurs armes. Leurs armes, c'est les micros et les plumes, et qui ont conscience de leur rôle, de leur responsabilité, et qui vont
à la conquête des espaces de liberté pour eux-mêmes et pour les autres. Parce que, comme je vous dis, moi je définis la liberté de la presse comme le droit pour les journalistes de pouvoir travailler en toute liberté, en toute indépendance, mais aussi, et ça c'est une dimension importante de la liberté de la presse, c'est le droit du public à l'information. Le journaliste ne travaille pas pour lui. Il ne donne pas des informations pour son confort. Il doit, et ça lui donne l'obligation de donner des informations dont le public a besoin. Le public a besoin d'être informé au travers des médias libres, professionnels, indépendants et diversifiés. Et c'est ça qu'on attend des médias aujourd'hui et qui font obligation justement aux journalistes d'être à l'écoute de l'opinion, d'être à l'écoute de leur public. Est-ce que ces sanctions ne s'expliquent pas dans le sens où certains estiment que le tribunal des pairs, aujourd'hui les associations professionnelles ne font pas leur travail en ce qui concerne le redressement des journalistes face à l'éthique et au code de déontologie? Est-ce que ces sanctions finalement ne seraient pas dues à ce manque d'un travail rigoureux sur le terrain au sein de la corporation? Je vous dis, moi sincèrement, hein, par rapport aux mots qui rongent la profession, il y a des remèdes. J'en parle. Au moins 3 remèdes pour moi. Par rapport à la question de la violence, le remède, c'est qu'il faut mettre fin à l'impunité. Par rapport aux questions... Est-ce que vous avez déjà eu du répondant par rapport à votre combat que vous menez, notamment aux vies perdues de journalistes ou aux journalistes emprisonnés, etc. Est-ce que vous avez aujourd'hui des résultats plus ou moins probants? Mais les statistiques que nous donnons chaque année indiquent effectivement que, année après année, la situation se dégrade. Quand vous regardez les différentes statistiques, vous comparez, la situation se dégrade, ne s'améliore pas, nous parlons d'un recul. Vous prenez le dernier rapport de Reporters sans frontières sur le classement mondial de la liberté de la presse. Ligne rouge, hein. 154e sur 180 pays, madame. Nous étions 152, on est descendu encore plus bas. On peut discuter ce rapport, on peut le rejeter. Comme j'entends, on peut ne pas être d'accord. On vous accuse d'ailleurs d'être à la solde de ces ONG étrangères, etc. Voilà, c'est un vrai business. Il faut laisser dire les esprits chagrins. Moi, je n'ai pas le temps de polémiquer dans le travail que je suis en train de faire. Je vous dis, je travaille sur des faits concrets. Depuis 20 ans, personne n'est jamais venu contredire ce que nous disons. Nous donnons des faits, des lieux, des dates, nous donnons des noms, des endroits où se commettent des crimes. Également par l'opposition, puisque vous voulez mettre en mal le pouvoir en place. Mais c'est le pouvoir qui a la responsabilité, madame, de défendre les libertés, tous les droits et libertés, et particulièrement aussi la liberté de la presse. Et vous avez vu que cette année, j'ai parlé du président de la République. À mon sens, c'est peut-être son dernier ou sa dernière célébration. C'est peut-être la dernière célébration pour le président. Ah oui, parce que si on s'en tient aux accords, il doit, et qu'on doit organiser les élections, le président doit quitter le pouvoir à la fin de cette année. Je n'inventerai, je le dis parce que c'est ça qui est dans les accords, et je pense que le président s'est engagé pour organiser les élections. Donc, je constate, pour moi, peut-être c'est la dernière célébration du président en place. Mais je constate que pendant les 17 ans où le président a été en place, il n'a jamais pris aucun acte, posé aucun geste. Pensez-vous qu'il y a encore quelque chose à faire? Il n'a jamais posé aucun geste qui va dans le sens de renforcer la liberté de la presse et de sécuriser les journalistes. Malheureusement, moi, il a parlé de l'aide à la presse, bien au contraire, 2 millions. Mais ce n'est jamais venu, madame. Bien au contraire, on regarde que pendant tout ce long règne est marqué par des brimades, des arrestations, des emprisonnements, des fermetures des médias et même des assassinats des journalistes. Pour lesquels, effectivement, nous avons toujours demandé qu'il y ait des enquêtes sérieuses pour qu'on puisse savoir quels sont les mobiles et qui sont les auteurs. Malheureusement, nous avons bien l'impression que dans les quelques cas où il y a eu quelques procès, pour des cas d'assassinat des journalistes, on est passé à côté de l'essentiel, on n'a pas voulu examiner toutes les pistes qui pouvaient nous conduire à la vérité. Donc il y a eu comme une volonté de pouvoir masquer la réalité. Résultat ou conséquence, on continue à avoir des actes de violence. On a eu au moins 16 journalistes qui ont été tués. Et très peu de responsables ont été arrêtés dans ce cas. Comment faire dans un paysage médiatique où les principaux médias appartiennent par exemple à des hommes politiques? C'est pas facile. Il y a toujours quelque part une emprise sur les journalistes. Comment doivent se démarquer ces journalistes qui sont employés au sein d'entreprises qui appartiennent à des politiques? Évidemment, c'est un constat malheureux. Vous avez la majorité, peut-être plus de 80% des médias, qui sont soit créés par les hommes politiques ou financés par les hommes politiques. C'est un constat malheureux. Mais le fait de créer un média, d'avoir financé un média, ne permet pas à quelqu'un de devenir rédacteur en chef de ce média. C'est parce que vous avez créé, vous avez donné l'argent, vous devenez le directeur de publication. La loi dit que
la responsabilité de la rédaction appartient à des journalistes professionnels. Si le propriétaire n'est pas journaliste, le directeur de publication doit absolument être un journaliste professionnel. Et un journaliste professionnel, pourquoi est-ce qu'on l'appelle journaliste professionnel? C'est parce qu'il connaît les textes, il connaît les règles et les principes de sa profession. Les journalistes sont devenus plus que sentimentaux. Ils connaissent les règles. Ils prennent eux-mêmes cette charge émotionnelle. Ils connaissent les règles et les principes qui sont contenus, notamment dans ce que nous appelons le code d'éthique et de déontologie du journaliste. L'année dernière, nous avons même fait plus. Nous avons organisé un colloque avec des journalistes sur la responsabilité du journaliste en période de crise. D'où nous sommes sortis avec une charte, la charte des responsabilités, qui édicte un certain nombre de règles qu'un journaliste professionnel doit respecter. Mais en même temps, nous ne sommes pas des dupes. Les journalistes ne sont pas des enfants de cœur. Les journalistes ne fautent pas par omission. Bien souvent, d'ailleurs, ils savent ce qu'ils font. Mais c'est pour cela qu'il ne suffit pas simplement de mettre des barrières, des lignes. Encore maintenant, il faut être en mesure de sanctionner les manquements. Et c'est à cela que servent les structures d'autorégulation. Vous avez l'UNPC avec sa commission de discipline, vous avez l'Observatoire des médias congolais qui a la charge de faire la police. D'être politisé. Par rapport à ça, quel est votre... Qu'est-ce qui est accusé d'être politisé? Les entreprises, les organisations professionnelles aujourd'hui. Est-ce que ce tribunal des pairs fonctionne comme il le devrait? Je pense qu'il fonctionne. Peut-être pas, qu'il ne donne pas un rendement qu'on voudrait, pour plusieurs raisons. Mais je pense que, je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes peut-être parmi les rares... On a vu dernièrement, par exemple, des pétitions qui ont été initiées, etc. Mais on a vu l'incursion des services de sécurité, de l'appareil judiciaire, etc. au sein des organisations professionnelles. Mais c'est simplement pour vous dire qu'aujourd'hui, par rapport à la crise, les médias constituent un enjeu. Nous allons vers les élections, mais il y a une crise politique. L'information et les médias constituent un enjeu. Tout le monde veut contrôler les médias, veut contrôler l'information. Si on ne peut pas le faire en essayant effectivement d'infiltrer la presse, en essayant d'acheter peut-être certains responsables des médias, on essaie de le faire par la force. Donc c'est important, nous prenons conscience de cela. C'est pour ça que j'ai dit, nous avons mis sur pied de mesures ou des structures de surveillance, mais qui doivent fonctionner pour pouvoir sanctionner les dérives et les manquements, parce qu'on n'occulte pas la question des dérives éthiques et déontologiques qui est réelle. Mais il faut en même temps mettre des structures, des garde-fous pour pouvoir les sanctionner. Et je vous dis, nous au moins on est conscients de cela et donc on n'a pas beaucoup de leçons de recevoir des autres. Je vous dis, l'UNPC est en session justement pour essayer de redynamiser un peu toutes ces structures pour qu'ils puissent effectivement... Parce qu'il est quand même rare, ça c'est un petit commentaire que je fais, d'avoir par exemple un journaliste de la télévision nationale qui se met en travers, qui est... sous pression par rapport à une faute professionnelle. Vous en avez déjà eu? Il y en a beaucoup. Je vous ai dit, il y a une crise d'éthique, il y a une crise de responsabilité, mais il y a une crise d'autorité. Il y a une crise d'autorité. Et c'est pour ça que nous sommes dit, par rapport à tous les défis, par rapport à tous les mots qui sont là, aucune de nos organisations seule ne peut faire face. Moi, j'aide, mon travail, c'est de faire le monitoring des attaques qui sont portées contre les journalistes. Mais il y a d'autres structures dont la mission, c'est de s'occuper justement des abus que les journalistes commettent. Et donc c'est en se mettant ensemble, c'est dans cette synergie que nous pensons pouvoir renforcer, redorer d'abord l'image de cette profession, assainir cette profession et espérer jouer le rôle important que les médias doivent jouer dans une démocratie, le rôle de contre-pouvoir. Quatrième pouvoir ou contre-pouvoir. Parce que la démocratie, finalement, madame, ce n'est pas seulement les élections. La démocratie, c'est un système de séparation de pouvoir. Comme on dit, le pouvoir arrête le pouvoir. Et le pouvoir traditionnel, c'est vous avez le législatif, l'exécutif. Alors, quand vous prenez chez nous, les trois pouvoirs traditionnels, ils sont en connivence. Donc, en fait, ils ne forment qu'un seul pouvoir. De sorte que, finalement, les médias, c'est les médias qui devaient jouer le rôle de contre-pouvoir pour essayer de, non seulement de donner les informations, et exercer leur pouvoir de critique. Par rapport aux choses il faudrait réveiller la profession par rapport à ça. Je relève encore le fait que beaucoup sont passés du côté de la communication. Est-ce que ce n'est pas un vrai danger? Pas seulement pour eux, mais seulement pour la profession de manière générale. Oui, ça dit, il ne faut pas se le cacher, ça dit aujourd'hui, il y a quand même une sorte de désaffection du public par rapport aux médias.
aux médias nationaux. C'est pour ça que j'ai dit, il faut que les journalistes eux-mêmes prennent conscience de cela. Que le public maintenant préfère aller chatter, va sur le net plutôt que de suivre. Voilà, le réflexe de tout le monde, c'est d'ouvrir. Si on voit des informations qui se passent, sur des choses qui se passent chez nous, tout le monde a le réflexe le matin, n'est-ce pas, d'aller sur des médias étrangers, sur RFI, BBC et tout ça. C'est là où on va chercher des informations. Et ça pose problème à une démocratie. Parce que la qualité, parce que la démocratie d'un pays, la qualité dépend aussi de la qualité de sa presse. Une presse qui est professionnelle, qui est vivante, qui est puissante, permet quand même à ce que dans une démocratie, on puisse bien encadrer les choses. Mais si la presse, effectivement, plonge comme on est là, si la presse est inexistante, effectivement, ça pose des problèmes par rapport à la démocratie. Et il y a cette désaffection qui fait que les gens se tournent vers des médias étrangers et les médias vont disparaître. Parce qu'on a parlé de la précarité. Si on n'a aucun journal ici qui tire à plus de 10 000 exemplaires. Or, les principales sources de recettes pour un média, c'est aussi bien la vente, des journaux, c'est aussi bien la vente que la publicité. Mais les opérateurs économiques qui ont la publicité ne vont pas aller perdre de l'argent dans des médias qui tirent à peine 200, 300 exemplaires. Donc ça devient un peu un cercle vicieux. Vous devez être professionnel pour avoir un produit qui est acceptable et que vous pouvez vendre et espérer, n'est-ce pas, attirer de la publicité qui est la principale source des recettes. Mais si vous restez dans les caniveaux, vous restez dans les chaînes écrasées. Et si c'est ça la presse, je dis, par rapport aux nouvelles technologies... Le journalisme d'enquête, notamment, ça demande beaucoup de moyens, et ça demande de prendre des risques aussi. Comment voulez-vous convaincre les journalistes à aller sur Par définition, le métier de journaliste, c'est un métier à risque, malheureusement. Et quand on accepte de faire ce métier, donc ça dit on en connaît les tenants et les aboutissements, y compris les risques. Ici, aujourd'hui, nos journalistes, compte tenu, et j'essaie de comprendre. Moi, je n'accuse pas, j'essaie de comprendre cela, je ne justifie pas non plus. Compte tenu de l'environnement qui est hostile sur le plan politique et sécuritaire, la répression, la violence, par rapport à la situation économique, par rapport à la pauvreté et à la précarité, beaucoup de journalistes ont choisi de faire ce que j'appelle le service minimum. Service minimum de la presse. Juste ce qu'il faut pour continuer à survivre, en ayant effectivement la main tendue vers des gens qui, fameux coupables, vous savez de quoi il s'agit. Donc, ça c'est un danger, non seulement pour la presse, pour la liberté de la presse, mais pour notre propre démocratie. Et c'est pour ça que je dis, quand nous avons organisé ici, en début d'année, la cérémonie d'échange de vœux ici, dans ce centre, nous avons tous lancé cet appel à la mobilisation, effectivement, des médias pour qu'ils prennent conscience de cela, qu'ils prennent conscience de leurs responsabilités. Et c'est la seule façon pour eux de continuer à exister. Mais alors, par rapport à la question de Z, parce que dit aujourd'hui, le journaliste fait quand même un travail d'intérêt public. Et cet intérêt public mérite quand même qu'en retour, compte tenu Qu'en est-il de cette fameuse enveloppe de 2 millions? Elle est passée où? Déjà, vous, journaliste, vous avez commencé par charcuter l'enveloppe avant de l'avoir vue. Elle n'est jamais passée par moi. C'est un danger. Elle n'est jamais passée par moi. Je ne connais pas et je ne connais pas les contenus. Vous parlez de 2 millions, je n'ai jamais vu la couleur de cet argent. De toute façon, même s'il y en avait cet argent, je ne suis pas concerné. Moi, je ne suis pas journaliste pour espérer mériter de cet argent. Mais dis simplement que dans une situation comme celle-ci, si on a conscience du rôle et de l'apport des médias, il est important, c'est une obligation pour l'État de pouvoir aider ces médias. Et la loi prévoit des aides directes et indirectes aux médias pour leur permettre un peu d'alléger les charges et de leur permettre quand même de souffler un peu et pouvoir travailler sans trop... C'est une question de volonté politique. Absolument, absolument. Et cette aide-là ne doit pas être conçue comme un cadeau qu'on donnerait aux médias. Non. C'était normalement les journalistes ne sont pas assez gentils, donc voilà, c'est-à-dire on donne, on retire comme on veut, ou pour vous donner, et tout ça vous devez ramper et tout ça. Non, j'ai dit c'est une obligation de la société pour les journalistes par rapport au service qu'ils reçoivent. Ça doit être compris comme ça, et donc être inscrit dans le budget du pays. On doit inscrire une enveloppe pour aider la presse en retour du service qu'il rend à la nation. On appelle les journalistes, vous appelez les journalistes à s'engager, notamment pour la paix, pour la cohésion nationale. Doivent-ils prendre la place des politiques? La cohésion nationale, c'est une question politique.
Non, la cohésion, c'est une affaire de tout le monde. Vous savez, la liberté de presse, c'est corollaire de la liberté d'expression et d'opinion. Donc, ce n'est pas l'affaire simplement des journalistes, c'est l'affaire de tout le monde. Parce que, voyez-vous, d'abord sur le plan, quand on parle du rôle des médias dans la promotion des sociétés pacifiques, ça veut dire des sociétés où il n'y a pas la paix. Dans des sociétés justes, là où il n'y a pas la justice. Inclusive, c'est-à-dire là où il n'y a pas la cohésion nationale. Et moi, je dis, là où il n'y a pas la paix, il n'y a pas de liberté de la presse. Vous ne pouvez pas exercer votre travail de journaliste là où il n'y a pas la paix. Et là où il n'y a pas la liberté, il n'y a pas la paix. Les deux choses, je pense que se tiennent. La liberté de la presse est fonction aussi, ce qu'on dit de l'environnement politique et sécuritaire. Les pays qui connaissent la guerre, les conflits armés, ou qui connaissent des processus démocratiques chaotiques, un peu comme chez nous ici, ce sont des zones rouges pour les journalistes et pour la liberté de la presse. C'est dans ces pays-là. Si les journalistes ne sont pas tués, assassinés, mais ils subissent beaucoup d'exactions. C'est pour cela que nous disons, le journaliste doit aider les acteurs politiques, doit aussi contribuer pour que nous puissions avoir une société pacifique, une société juste, où tous les droits, où les droits de tout le monde sont respectés, y compris ses propres droits à lui. Donc il n'est pas un spectateur, il doit être un acteur, il doit aider à ce qu'on puisse effectivement renforcer l'état de droit, qu'on puisse avoir la paix, et c'est cette paix qui permettra aux journalistes de pouvoir travailler aussi sereinement, en toute liberté, aussi en toute sécurité, parce que en période de guerre, il n'y a pas de liberté de la presse, il n'y a pas à faire prévaloir la liberté de la presse, et généralement, les journalistes sont parfois victimes justement de ces périodes de tension et de guerre. Est-ce qu'on peut revenir sur les mécanismes d'alerte, notamment en cas d'agression, en cas d'abus sur un journaliste? Comment faire pour atteindre un journaliste en danger? Comment vous faites pour les répertorier? Est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre en un moment pareil, par exemple, où on traverse une crise politique? Bien, d'abord sur le plan de l'organisation, nous travaillons avec un réseau de correspondants, des journalistes et non-journalistes qui sont éparpillés dans toutes les provinces de la RDC, qui sont en fait nos yeux et nos oreilles. C'est eux qui enquêtent sur des allégations d'atteinte à la liberté de la presse et qui nous donnent des informations ici sur ce qui se passe là-bas. Donc, à l'heure qu'il est, je peux vous dire qu'il y a très peu de cas de menaces, d'attaques ou de violations de la liberté qui peuvent nous échapper. Très peu. Mais vous couvrez pour l'ensemble du territoire. Pour l'ensemble, nous avons des informations. Et nous avons ces informations, nous faisons notre travail. Notre travail, c'est lancer des alertes, c'est informer, c'est interpeller. C'est ça, nous ne pouvons pas nous prendre des armes par rapport aux questions qui concernent. Il y a des médias qui sont fermés, pour lesquels nous réclamons la réouverture. Des journalistes qui sont arrêtés, pour lesquels nous demandons qu'ils puissent libérer. Mais nous ne pouvons pas aller plus loin que ça. Notre travail en tant que groupe de pression, membre de la société civile, justement, c'est de rappeler aux autorités leurs obligations et leurs engagements. Comme je dis, ce n'est pas nous qui avons inventé la notion de la liberté de la presse dans la Constitution. Ce n'est pas nous qui avions demandé au Parlement d'adopter des dispositions et tout ça. Donc, qui doivent être respectés, et notre travail, c'est de leur rappeler à leur engagement. Hein, j'ai dit tout à l'heure, je suis désolé de constater que pendant plusieurs années, pendant toutes ces années, malgré ces alertes, malgré nos dénonciations, il n'y a rien qui est fait dans le sens. Oui, il n'y a rien qui est fait dans le sens d'améliorer les choses. On a l'impression que les gens s'en foutent totalement de la liberté des journalistes. Et donc, le résultat, c'est celui-là. Les résultats, c'est celui-là, où d'un pays qui porte le nom de République démocratique, mais qui est quand même 154e, qui est vraiment parmi les pays les plus prédateurs de la liberté de la presse. Et je pense que ce n'est pas honorable, ce n'est pas une position qui peut... ça ne nous fait pas plaisir. Il ne faut pas croire que... Apparemment, les gouvernants rejettent souvent ce genre de rapports. Hein. C'est souvent des rapports faits dans une certaine optique qui ne les arrangent pas. Malheureusement, je pense que, bon, ça c'est pour la consommation, c'est-à-dire on le fait pour le public, on fait semblant de ne pas savoir. Mais c'est tout ça, vous mettez tout ça ensemble, ça justifie effectivement la crise. La crise, elle est multiforme, c'est beaucoup de choses. C'est justement le refus, c'est-à-dire les questions des droits de l'homme, les violations des droits de l'homme. Avez-vous déjà rencontré le chef de l'État pour lui en parler de vive voix?
Personnellement, Oui, ou vous vous limitez juste à ces dénonciations? Est-ce que vous êtes sûr que l'information arrive à son oreille? oui, mais je vous dis, moi personnellement, s'il m'entend, il sait. On a eu à le rencontrer, au moins 2 fois. Et justement pour parler des questions qui concernent la liberté de la presse et qui nous concernent nous aussi. Parce que vous voyez bien, nous qui faisons ce travail de défendre les journalistes, parfois nous nous retrouvons en position de cible. Le fait de dénoncer ne nous Est-ce que vous épargne n'avez pas. pas eu la langue de bois? Ne nous épargne pas parce que nous Lui avez-vous nous-mêmes parlé des réalités c'est-à-dire sans mâcher les mots? nous subissons nous-mêmes au quotidien et souvent des menaces graves par rapport au travail que nous faisons. Des gens nous menacent, ils nous appellent, ils nous Au moins, écrivent. vous êtes couvert, vous avez des partenaires qui vous protègent. Ah, je me etc. rappelle, non, c'est pas les partenaires. La sécurité des Congolais et des défenseurs que nous sommes, c'est de la responsabilité de nos autorités. Et je me rappelle, quand on a rencontré le président de la République pour la première fois, il y a longtemps de cela. Effectivement, parce qu'on avait des problèmes, on était menacés. Et il avait dit à l'époque, je m'en souviens toujours, qu'à partir de ce moment-là, la sécurité des GED et de ses responsables était dans les mains du chef de l'État. Nous nous en sommes réjouis, mais après ça, nous en sommes réjouis, mais après, pas grand-chose n'a changé parce que quelques jours après, on est retombé encore dans les choses. Mais, comme j'ai dit, on fait ce travail avec beaucoup de responsabilité parce qu'on croit que nous avons une contribution. On ne le fait pas pour les partenaires étrangers. Ils nous aident. Merci beaucoup à eux, au moins, qui nous aident. Mais si les partenaires ne nous donnaient pas des moyens pour pouvoir faire le travail, peut-être nous ne serions pas là. Mais il est important, il est important. C'est grâce à ce travail déjà qu'on arrive à répertorier. Et il est temps que nos autorités prennent conscience de cela et qu'ils soient les premiers à nous aider, à nous financer et effectivement à nous sécuriser dans ce que nous sommes en train de faire. Qu'on cesse de considérer que les défenseurs des droits de l'homme sont des gens de l'opposition, que ce sont des adversaires politiques, nous ne sommes pas des politiques. Les futurs candidats à quoi? À des postes de responsabilité, pourquoi pas? Mais ce n'est pas parce qu'on est de la société civile qu'on n'a pas droit. On est de la société civile, on peut aussi exercer. Si on estime, on fait appel à un membre de la société civile, par exemple, on estime qu'à ce poste, il peut effectivement être utile. Vous êtes citoyen comme tous les autres. On est citoyen comme tous, donc il peut aussi aider. Je reviens sur un petit détail qu'on a passé rapidement, les précautions pour le journaliste en cette période de crise. Y a-t-il des précautions particulières dans l'exercice de la profession? Voilà, nous avons déjà cette charte, la charte des responsabilités en période de crise, qui est en fait un code de conduite. Nous disons aux journalistes, je le répète, quand un journaliste respecte scrupuleusement ce code d'éthique et de déontologie, il se met à l'abri au moins pour 80% des attaques éventuelles. Ça, c'est clair. Les statistiques sont là pour ça. Les 20% autres, ça peut être dû peut-être à la malchance. On peut se retrouver à un mauvais endroit au mauvais moment, ou au fait qu'effectivement, la justice ne fonctionne pas, il y a cette impunité qui fait que les gens peuvent faire n'importe quoi. Mais quand un journaliste respecte ce code, les règles élémentaires de sa profession, il se met à l'abri. Beaucoup de cas. Le risque zéro n'existant pas. Deuxième chose, nous avons publié, il n'y a pas longtemps, un petit manuel de sécurité pour les journalistes. Voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut éviter pendant la période. Des petits gestes qu'il faut éviter, qui peuvent vous exposer. Et nous avons fait ce manuel-là, et nous sommes en train, effectivement, d'organiser des sessions, qui sont à la disposition tout à fait. des journalistes. C'est pour les journalistes, de sensibiliser les journalistes sur cette question importante de la sécurité pour eux en cette période. Alors, on peut saluer quand même ce succès, j'allais dire, cette réussite. Ça veut dire la dynamique à parler en son temps de la création d'un centre de ressources. Aujourd'hui, il est bel et bien là. C'est là d'ailleurs où nous sommes en train d'enregistrer cette émission. Est-ce qu'on peut revenir sur la petite histoire et voir l'évolution depuis qu'il a été mis sur pied? Ça, on s'appelle centre de ressources pour les médias. On aurait bien voulu que ça s'appelle Maison de la presse. Parce que le projet La Maison de la presse, c'était un projet gigantesque, c'est un projet ambitieux, qui n'est pas simplement un projet de GED, mais un projet que nous avons, un projet commun avec l'UNPC et l'OMEC. Mais c'est, comme j'ai dit, c'est un projet gigantesque qui demande beaucoup de moyens. Mais ça fait quelques années. Ça fait quelques années que nous attendons toujours des mêmes partenaires extérieurs qui nous donnent les moyens pour mettre sur pied cette maison de la presse. Alors comme ça ne venait pas, je pense qu'on a dû, avec Internews, l'USAID, trouver une solution intermédiaire en mettant sur pied ce centre. Pourquoi? D'abord parce que, vous savez, depuis plusieurs années, comme j'ai dit, nous fonctionnons avec les financements à 100%.
des bailleurs étrangers. Mais il se pose une question de la pérennisation de ce que nous faisons. Si aujourd'hui, les bailleurs ne sont plus là, s'il n'y a plus d'argent pour financer, comment ça se passe? Donc nous pensons à la pérennisation du travail que nous sommes en train de faire, notamment au travers des structures qui peuvent nous permettre de nous autofinancer un tout petit peu. Et c'est pour ça que vous voyez dans ce centre, nous avons quelques ressources, comme on appelle centre de ressources, que nous mettons à la disposition. Vous avez une salle de réunion, vous avez un studio, vous avez un espace cybercafé, un restaurant, une bibliothèque. L'idée, tous les journalistes, l'idée c'est que des journalistes qui fréquentent le centre puissent apporter leur petite contribution, en payant peut-être une carte d'accès ou carte de membre, qui peut permettre de générer un peu de moyens qui peuvent nous permettre ne plus que de couvrir le loyer, parce que dans ce centre, on paye le loyer. Donc jusque-là, il y a un bailleur qui paye le loyer, mais si demain, il n'y a pas, qu'est-ce qu'on va faire? Donc c'est pour les journalistes, c'est pour ça que nous disons aux journalistes, il faut qu'ils prennent, c'est leur maison. Ce centre, c'est pour les journalistes. Deuxième chose, l'objectif, c'est, comme le nom l'indique, la maison de la presse, c'est que des journalistes se sentent comme chez eux à la maison. Leur petite ambassade. Oui, afin de recréer un peu, cet esprit de famille. Est-ce que ça existe encore la Non, ça commence à faire. Cet esprit commence à faire. Cet esprit de famille commence à faire défaut. Et ça commence à porter atteinte justement à la liberté de la presse. Aujourd'hui, les journalistes ne se sentent plus comme étant membres d'un corps. Exactement. Si nous apprenons confrères. Il n'y a plus de solidarité. Voilà. On voit. On s'appelle confrères, c'est parce qu'on doit être conscient qu'on fait partie d'un corps. Et on doit être solidaire. À la place, qu'est-ce qu'on voit? On voit émerger ce que moi j'appelle des petits esprits mercenaires. Des journalistes on fragilise la profession comme des journalistes qui sont parfois payés par des politiques pour s'en prendre à leurs confrères. Il faut suivre des débats sur les télévisions. Des journalistes qui se rentrent dedans. Des journalistes qui deviennent des politiciens, qui défendent des idéologies, qui défendent des camps politiques. Mais voilà pourquoi le journaliste aujourd'hui est pris comme finalement partisan, membre des partis politiques. Mais voilà, c'est pour ça que je dis, ça fait partie des problèmes. Et nous sommes là pour essayer de trouver des solutions. Et ce modeste centre sert justement à servir d'espace de rencontre pour les journalistes. Si des journalistes peuvent venir se rencontrer ici, partager un verre, échanger entre eux, ça récrée. Et puis, s'autocritiquer quand il y a des problèmes et tout ça, se parler vrai en se regardant dans les yeux. Je crois que c'est de cette façon-là qu'on peut recréer cet esprit, qu'on peut redorer l'image de notre profession qui en a tant besoin. Chivis Chivwadi, nous allons conclure cette émission. Quel serait votre message, notamment d'abord aux gouvernants et ensuite à la corporation de journalistes? Bien, hier, nous avons lancé, je crois, un triple message. D'abord au président de la République lui-même, comme garant des droits et libertés. Et comme j'ai dit, il faut qu'avant de partir, qu'il pose au moins un geste qui montre sa volonté de pouvoir aider les médias. Et ce geste, c'est notamment, parce que c'est politique, décréter par rapport à un moratoire. Ça veut dire la suspension des emprisonnements des journalistes. Il peut prendre une mesure politique, suspendant les emprisonnements des journalistes pour des délits autres que les incitations à la haine et à la violence. Il en a le pouvoir. Deuxièmement, il peut autoriser aujourd'hui la réouverture de tous les médias qui sont fermés et la libération des journalistes qui sont en prison. Parce que vous savez, au moment où nous sommes en train de parler, il y a un journaliste qui croupit en prison depuis 5 mois. Sa faute, parce qu'il a dénoncé un cas de corruption ou de détournement dans une entreprise publique. Et ce qui est terrible dans ce pays. Alors qu'il y a des mécanismes pour venir ce qui est terrible dans ce pays, ce qui est terrible, c'est-à-dire quand un journaliste dénonce un cas de fraude et de corruption, c'est le journaliste. On ouvre une enquête, on arrête le journaliste. Non, c'est le journaliste qu'on arrête, et pas la personne qui est mise en cause. Je ne dis pas que ce que le journaliste a dit est vrai. Mais dans un pays normal, on ne peut pas dire qu'un tel responsable a détourné plus d'1 million. Dans une entreprise où les gens ont 36 mois, des années d'impayés de salaire. Et ça n'intéresse personne. Ce qui les intéresse, c'est d'arrêter le journaliste. Et il est là depuis 5 mois. C'est pas normal. Sans jugement. Sans jugement. C'est pas normal. Donc ça, c'est la responsabilité. Nous demandons. C'est un appel que nous lançons au président. Il peut prendre une mesure par rapport à ça. Il faut qu'on ouvre RFI. Pourquoi on ne peut pas capter RFI? Pourquoi les ondes des RFI sont brouillées jusqu'à présent? On ne veut pas de manipulation ici. Pourquoi? On a besoin des médias nationaux pour l'information. Mais non. Non, non. Vous savez, RFI aujourd'hui, je ne suis pas en train de faire le plaidoyer pour RFI, mais je sais, parce que j'ai dit la liberté, c'est le droit du public à l'information. En fermant RFI, ce n'est pas les Français qu'on punit, qu'on sanctionne, c'est des Congolais.
C'est ce droit à l'information. Parce que c'est un des médias les plus suivis ici. Donc quand on brouille, ce n'est pas les Français, c'est à des Congolais qu'on est en train d'empêcher d'exercer leur droit, donc le droit d'avoir l'information. Nous avons demandé au Parlement, au Sénat, d'accélérer le processus, notamment pour l'adoption de la loi sur l'accès à l'information. Et d'inscrire la question de la dépénalisation des délits de presse, qui est une question importante. Nous avons demandé aux partenaires bilatéraux de considérer le secteur de la presse comme un secteur sinistré et de pouvoir mettre des moyens pour pouvoir aider à renforcer le secteur des médias dans notre pays. Comme je dis, une démocratie pour être viable, il a besoin de pouvoirs et de contre-pouvoirs, et les médias doivent jouer ce rôle de contre-pouvoir. Et aujourd'hui, faute de moyens, pour plusieurs obstacles, ils ne peuvent pas le jouer. Si on veut avoir une démocratie viable, de bonne qualité, il faut aider. Vous n'avez évoqué que le chef de l'État, lui, c'est une institution, mais le gouvernement également doit faire son travail. Attends, quand je parle du chef d'État, il est le chef du gouvernement. Exact. Je vois l'exécutif. Donc le président, il est là, le chef du gouvernement. J'ai parlé du Parlement, il y a des lois qu'il faut voter. Je parle des partenaires et je parle aussi des journalistes eux-mêmes. La responsabilité des journalistes en cette période, ce n'est pas de mettre de l'huile sur le... Quand les débats s'enveniment, maintenant comme on voit sur la question des élections, le rôle des médias, ce n'est pas de mettre de l'huile sur le feu. Donc, éclairer l'opinion. Ils doivent éclairer, ils doivent donner des informations, mais en restant dans le cadre des lois de ce pays et de leurs propres règles d'éthique et de déontologie, en observant la charte que nous avons mise en place. Donc c'est leur responsabilité. Donc ça dit, c'est un appel finalement qui est lancé à tout le monde pour que tout le monde puisse se ressaisir dans cette période particulière et que tout le monde puisse comprendre en fait finalement l'intérêt de tout le monde, c'est l'intérêt général, c'est l'intérêt de notre pays ici. Nous devons tout faire pour préserver l'essentiel. Les acquis essentiels de ce pays, ça veut dire, comme on a dit, c'est la paix et c'est la sécurité. Parce que sans la paix, sans la sécurité, il n'y a pas de liberté de la presse, il n'y a pas de droit de l'homme. Merci beaucoup, Tchivis Tshiwadi. C'était un plaisir. J'espère que vous avez éclairé plus d'un aujourd'hui à travers cette émission Question d'État. Je rappelle, Tchivis Tshiwadi est secrétaire général de l'ONG de défense des droits des journalistes, journaliste en danger. Vous avez donc suivi tous les mécanismes mis en place pour notamment les différentes alertes en cas d'abus à l'endroit d'un journaliste. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été très nombreux à ce programme. Je vous retrouve très bientôt avec un ou une nouvelle invitée. Excellente soirée chez vous ou bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. Au revoir.